Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la 8e et dernière conférence de ce cycle qui suit ce que j'appelle la grande histoire qui va du Big Bang jusqu'à l'homme. Nous avons fait 7 épisodes, voici le 8e et le dernier. Alors, ça ne sera pas la dernière conférence parce que je sors aujourd'hui un nouveau livre. Et Elisabeth m'a proposé très gentiment de refaire un autre cycle de conférences pour le livre suivant qui sera en cohérence avec tout ce que nous voyons là. Alors, qu'allons-nous faire dans cette dernière conférence? Nous allons prendre un petit peu de recul et nous dire, mais finalement, l'univers est tout de même très particulier. On voit bien cette propension à ce que se fabrique partout la complexité. Le simple gaz du Big Bang a donné naissance aux galaxies, aux étoiles. Certaines planètes comme la Terre, on voit une complexité incroyable qui se prolonge par la vie et puis ensuite les sociétés. Comment tout ça peut apparaître? Alors, c'est le thème de mon prochain livre et c'est en même temps le bon sujet pour, je crois, clore ces séances sur la grande histoire. Donc, nous allons prendre un petit peu de recul et voir comment qu'est-ce qui est singulier dans cet univers, finalement, que nous observons. Alors, notre univers présente des particularités, des caractéristiques qui sont très singulières. Alors, j'en ai sélectionné 4 parce qu'elles me paraissent vraiment exceptionnelles et je crois qu'elles sont la source de tout ce que nous voyons. La première, c'est la taille gigantesque de notre univers et sa longévité. La deuxième, c'est qu'on voit, je le disais avant, on voit se fabriquer la complexité à partir de rien et spontanément, et on se demande comment ces miracles pratiquement permanents se font. Autre caractéristique, c'est que l'univers est en fait ajusté entre la régularité et la diversité. On dit aussi entre l'ordre et le chaos. Trop d'ordre, c'est la mort. Un cristal, c'est mort. Trop de diversité, c'est la mort aussi, c'est le feu. Vous voyez, eh bien, la complexité se fabrique à la marge entre l'ordre et le chaos. Et c'est donc un équilibre que nous voyons autour de nous partout entre la régularité et la diversité. Et ça, c'est très, très singulier, contrairement à ce qu'on peut penser. Et finalement, cet ajustement dont je viens de parler, eh bien, de façon surprenante, il est extrêmement finement réglé. C'est-à-dire que les curseurs des constantes de la physique ne sont pas n'importe où. Ils se trouvent à des endroits très précis et si on les dérègle un tant soit peu, tout devient chaotique. Alors voilà les 4 caractéristiques que je vais reprendre. La première, l'univers est très grand en dimension, mais aussi en longévité. Alors, j'aime pas dire l'univers est grand, parce que grand, qu'est-ce que c'est pour nous, un microbe, c'est tout petit, mais pour le microbe, c'est nous qui sommes très grands, et puis la Terre est très grande pour nous, alors que la Terre est toute petite par rapport à la galaxie. Donc, je n'aime pas tellement dire grand, petit, ce sont des termes qui sont anthropocentrés, si vous voulez, mais on peut exprimer ça non pas sous forme d'unité de distance, mais sous forme de rapport. Le rapport que je fais, c'est celui entre la plus grande distance et la plus petite. Alors, qu'est-ce que la plus grande distance qu'on puisse connaître? C'est l'univers observable. Je vous avais dit dans la première conférence qu'on ne voit pas tout l'univers, c'est-à-dire que à partir d'une certaine distance, on ne voit plus parce qu'on arrive au Big Bang, il n'y a plus rien. Et donc, il y a une sphère qui est l'univers que nous pouvons voir, et au-delà, nous ne pouvons pas voir et nous ne pourrons jamais voir. Cette sphère, aujourd'hui, on l'estime à 45 milliards d'années-lumière. Bon, vous savez que le Big Bang se trouve, quand on observe le rayonnement cosmologique, on observe le Big Bang, ou l'après-Big Bang, on remonte à 15 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on se situe à 15 milliards d'années-lumière. Alors pourquoi je vous dis 45? C'est parce qu'entre-temps, l'univers s'est dilaté. Donc
les 13,8 milliards d'années-lumière qui nous séparent du Big Bang se sont dilatés pendant l'histoire, et donc aujourd'hui, c'est 45 milliards. Nous avons donc là la distance la plus grande que nous puissions concevoir, c'est la zone de ce qui est tellement loin qu'on ne pourra jamais le voir, même avec les meilleurs télescopes comme James Webb. Et la dimension la plus petite, bien là, j'ai pris la dimension la plus petite que nous puissions concevoir aussi, c'est-à-dire que l'esprit humain puisse imaginer. On l'appelle la dimension de Planck. Et la définition de cette dimension, c'est une dimension à laquelle se dresse un mur dans notre compréhension des choses, parce que les deux grandes théories que nous avons forgées, la relativité générale et la mécanique quantique, deviennent incompatibles à ce niveau-là. C'est-à-dire que nos outils, si vous voulez, de compréhension ne fonctionnent plus lorsqu'on arrive à cette distance. Alors voilà, distance la plus grande, l'univers observable, distance la plus petite, c'est la distance de Planck. Quel est l'écart entre les deux? Le rapport est de 10 puissance 62, c'est-à-dire 1 suivi de 62 zéros. Vous voyez, quand je parle de la taille de l'univers, vous voyez, entre la plus petite distance et la plus grande, il y a ce qu'on appelle 62 ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 10, 62 fois pour arriver de la plus petite dimension à la plus grande. Alors, ça, c'est la taille de l'univers, donc il est gigantesque. Au-delà de l'univers observable, on ne sait pas d'ailleurs jusqu'où ça va, et ça peut être tout à fait infini. Et si on parle maintenant d'âge, c'est la même chose. Et oui, parce que on sait bien, grâce à Einstein, que les dimensions et les temps sont liés. C'est l'espace-temps. Donc, si l'espace est si grand que cela, il ne faut pas s'étonner que le temps le soit aussi. Alors là, c'est pareil. Si je prends le temps du Big Bang, c'est-à-dire 13,8 milliards d'années en arrière, si je prends le temps du Big Bang et si je compare à ce qu'on appelle le temps de Planck, qui est en fait le temps qu'il faut à la lumière pour franchir la petite distance de Planck, eh bien, je trouve le même ratio, bien évidemment. Je trouve 10 puissance 62. Alors, heureusement que l'univers est si grand aussi dans le temps, parce que c'est cela qui a donné la vie. Je vous rappelle que l'univers n'a que 13,8 milliards d'années, mais la vie en a à peu près 4 milliards. Et notre étoile existe depuis 4 milliards et demi d'années. Et donc, pour que la vie puisse exister, il faut que les temps soient très longs, soient au moins de plusieurs milliards d'années, on le voit bien. Alors, voilà les caractéristiques qui sont déjà des caractéristiques qui expliquent pourquoi nous existons quelque part. C'est que nous existons parce qu'il y a une telle longévité dans l'univers. Alors maintenant, deuxième caractéristique, le fait que l'univers est fait pour fabriquer la complexité. Et comment s'y prend-il? C'est le thème de mon deuxième livre, mais là, je vais vraiment le résumer et en tirer la substantifique moelle. C'est parce que notre univers est fabriqué comme un Lego, ou plus exactement, il est hiérarchisé en 4 niveaux de Lego. Alors, en 2 mots, si vous regardez la colonne de gauche, vous voyez ce que sont ces Legos. Le tout premier Lego sont les particules. Les particules, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine. En fait, il en est né beaucoup plus que cela, hein, plus d'une centaine dans le Big Bang, mais ce que vous voyez autour de vous, dans un univers que je qualifierais un univers à faible énergie, hein, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le domaine des faibles énergies. Nous sommes dans une planète qui est froide, hein, par rapport à ce que peut être le Soleil ou certains gaz qui montent à des centaines de millions de degrés. Donc, nous sommes dans un domaine de faibles énergies. Eh bien, dans les faibles énergies, il n'y a que 10 particules.
Il y a 10 particules qui forment la matière et qui forment aussi les forces, parce que les forces, gravité, forces électromagnétiques, s'expriment aussi en particules. Eh bien, il y a donc 10 particules. Ces 10 particules, c'est un Lego qui va fabriquer un autre Lego plus grand. C'est le Lego des éléments chimiques. Et ça, vous vous souvenez où ça se produit? Ça se produit au cœur des étoiles. Je vous rappelle que le Big Bang n'a pas réussi à fabriquer plus de 2 éléments, l'hydrogène et l'hélium, les 2 plus simples, les 2 plus petits. Les 2 plus petites pièces du Lego des atomes ont été faites par le Big Bang, mais rien de plus. Eh bien, dans les étoiles, patiemment, c'est un peu comme dans une cocotte où vous faites mijoter votre plat préféré. Moi, c'est la souris d'agneau que j'aime bien faire mijoter pendant longtemps. Eh bien, dans les étoiles, ça mijote. Et pendant des milliards d'années, le premier Lego des particules fabrique le second. Il fabrique les éléments chimiques. L'oxygène, l'hydrogène, l'or, le plomb, tout cela se fait dans les étoiles. Et il y en a 92. C'est le second Lego. Maintenant, ce Lego ne s'arrête pas là, parce qu'il s'assemble à son tour en un autre Lego qui est déjà plus grand. C'est le Lego des molécules, je précise, minérales, les molécules qu'on trouve un peu partout dans le cosmos. Je ne parle pas encore de la vie, hein, les molécules minérales. Et là, dans le cosmos, je vous ai dit qu'on en trouvait, on en identifiait à peu près 200, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà un beau Lego. Si vous offrez à vos enfants ou petits-enfants un Lego de 200 pièces, ils seront déjà assez contents, hein, ils pourront faire déjà pas mal de choses. Eh bien, sur Terre, parce que la Terre est un endroit extrêmement fertile, extrêmement enclin à pousser vers la complexité, parce que la Terre est une planète très particulière, on en trouve 2000. Et ça forme un Lego beaucoup plus riche. Et c'est là qu'on arrive à la création de la vie. Certaines de ces pièces de Lego, je pense aux acides aminés ou aux nucléotides, ce sont des petites pièces de Lego, des petites molécules. Certaines de ces pièces de Lego s'assemblent en chaînes. Et les chaînes, elles, peuvent revêtir une variété infinie. C'est pour ça que quand on commence à parler des macromolécules, les protéines, les acides aminés, enfin les ADN, ARN, hein, ADN, ARN, protéines, voilà. Là, il y a une variété absolument infinie de molécules possibles. Je vous rappelle qu'un collier de perles, par exemple, si vous assemblez des perles dans l'ordre rouge, jaune, rouge, vert, gris, bleu, eh bien, vous pouvez faire le même collier en partant du bleu et en disant bleu, jaune, orange, rouge, rouge. Et vous voyez que vous pouvez faire comme ça une infinité de colliers. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a une infinité de protéines possibles. Alors, voilà, vous voyez comment s'emboîte ce Lego. Un Lego de 10 pièces au départ qui s'assemble en un Lego de 92, et puis de 2000, puis l'infini. Mon nouveau livre qui porte sur ces termes-là s'appelle L'univers millefeuille. Oui, parce que vous voyez, ce sont des feuillets. Chacun de ces Legos est plus grand que le précédent, il s'appuie sur le précédent. Voilà les 4 niveaux de Lego. Alors, je dis que c'est un langage. Pourquoi ? Dans le langage, vous avez des lettres, vous avez des mots, vous avez des phrases, et tout ceci a un sens. Sinon, regardons le Lego de la nature. Les 4 Legos de la nature, ce ne sont pas des phrases, mais ça y ressemble beaucoup, ce sont des formes. Par exemple, les particules, bon, elles ont une forme de bille, si on veut résumer. Hein. Mais les éléments chimiques, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il y a toutes sortes de quantités d'électrons qui tournent autour. Et lorsqu'on arrive aux molécules minérales, là, ce sont des formes. Une molécule, elle a une forme qu'on étudie. Et enfin, les macromolécules aussi ont leur forme. Vous savez que les protéines se replient, et qu'en se repliant, elles forment une espèce de pelote,
qui a une forme parfaitement précise. Et la même macromolécule, la même protéine va toujours se replier de la même façon, elle va toujours former la même forme. Et ces macromolécules, je vous avais dit que dans votre corps, vous avez deux sortes de protéines. Vous avez les protéines de structure, celles qui forment vos muscles ou l'hémoglobine, etc. Bon. Et ce sont des formes. La forme de l'hémoglobine, par exemple, est faite pour capter l'oxygène. La forme de la fibre musculaire est faite pour pouvoir s'étirer. Ce sont des formes. Et les autres protéines qui existent, ce sont les enzymes. Et les enzymes, elles, ce sont des outils qui ont aussi une forme et qui peuvent agir sur les premières protéines. Donc, je vous disais, c'est comme un atelier de mécanique. Vous trouvez dans un atelier de mécanique, vous trouvez des pièces mécaniques, des écrous, des boulons, tout ce que vous voulez, et vous trouvez des outils, tournevis, etc. Et les pièces, ce sont des formes, les outils, ce sont des formes. Évidemment, ce sont des formes qui sont faites pour s'assembler et fonctionner ensemble. Eh bien, c'est ça, les macromolécules, ce sont des formes. Vous avez donc, à gauche, dans cette liste, vous avez un langage qui est un langage à base de formes, et de formes qui savent travailler ensemble ou pas, s'assembler ou pas. Et si vous regardez maintenant la colonne de droite, là, vous avez le langage humain. Et vous allez voir qu'il est très proche dans sa structure du langage de la nature. Vous avez d'abord, au niveau le plus élémentaire, nous écrivons avec des traits, des petits traits. Donc, vous avez le trait élémentaire qui peut être une barre verticale, une barre horizontale, une barre courbée, un rond. Et il y en a une dizaine pour faire les lettres. Ces petits éléments forment les lettres. Et là, alors, dizaines, c'est exactement le nombre de particules. Vous voyez que les deux tableaux correspondent. Éléments chimiques, il y en avait 92. Les lettres de l'alphabet, il y en a 26. Mais si vous ajoutez tous les symboles, les signes que vous avez sur un clavier, on arrive au-delà de 50, j'imagine. Donc, vous voyez qu'on est dans le même ordre de grandeur. 92 éléments chimiques et une cinquantaine de signes pour correspondre entre nous. Ensuite, on fait avec ça des mots. Et là, curieusement, les mots, pour un bachelier, il y a 2000 mots. Hein, le langage au niveau d'éducation du bac, on a 2000 mots. Et il y a sur Terre 2000 molécules. Vous voyez, c'est très proche. Et avec ces mots, on fabrique des phrases. Et là, c'est infini. Eh bien, c'est la même chose avec les macromolécules. Voilà ce qu'est le Lego, ou plus exactement le Lego à 4 niveaux hiérarchiques qui constitue tout l'univers. Alors, ce qui fait que, vous voyez en bas une photo de Lego, ces Lego, ils ne s'assemblent pas, ils restent dans une caisse et s'il n'y a pas un enfant pour les prendre et les assembler, ils restent comme ça. Alors, pourquoi notre Lego à nous, celui de l'univers, pourquoi s'assemble-t-il? C'est parce que les pièces sont aimantées. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Mon dernier petit-fils avait 2 ans et demi lorsque ma femme et moi lui avons offert un Lego. Mais le vendeur du magasin, qui était tout à fait serviable et compétent, nous a dit à 2 ans et demi, il ne va pas pouvoir assembler ce Lego. Mais j'en ai un qui va lui plaire. Et c'est un Lego de petites pièces allongées dont les bouts sont aimantés. C'est-à-dire qu'ils se collent naturellement l'un à l'autre. Alors, pour faire simple, si vous prenez la caisse de Lego et vous la secouez, ça commence à faire des formes. Et donc, ça plaît beaucoup aux enfants parce qu'ils voient se former des tas de choses qui leur rappellent différentes choses. Voilà, et bien donc, le Lego de la nature, c'est un Lego aimanté. Et l'aimantation, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 forces. Il y a la gravité, c'est grâce à la gravité que la Terre tient assemblée, hein. Il y a la gravité, il y a la force électromagnétique, toute la chimie, l'assemblage des molécules, tout ça, c'est la force électromagnétique. Et puis, il y a les 2 forces qui sont moins connues, qui sont les 2 forces nucléaires, fortes et faibles, et qui, en fait, tiennent l'atome. Donc, voilà comment se fabrique la complexité. Ce sont des pièces de Lego qui ont tendance à s'assembler toutes seules.
Alors ça, en mathématiques, on peut appeler ça une combinatoire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles que vont suivre ces pièces de Lego pour s'assembler, se combiner, et ceci va faire une infinité de combinaisons possibles. Et c'est comme ça que naissent tous les objets minéraux, mais aussi les êtres vivants. Alors ça m'amène à un point que vous connaissez certainement, c'est cette fameuse phrase de Galilée. Bon, Galilée, on dit souvent que c'est le véritable inventeur de la science, de la méthode scientifique. Hein, la méthode scientifique, c'est-à-dire prévoir, ensuite faire des expériences et valider la théorie. Ça, c'est Galilée qui a inventé ça. C'est encore aujourd'hui la façon dont fonctionne la science. Alors, prévoir comment? Et ça, c'est l'autre découverte de Galilée, par les mathématiques. Galilée s'est aperçu que les mathématiques permettaient de décrire les phénomènes. L'un des premiers qu'il a décrit, c'est la chute d'un objet. Un objet s'accélère en tombant. Eh bien, il a compris que si on jetait un objet, il tombait par terre en suivant une parabole, et il a décrit l'équation de la parabole, qui est quelque chose de très simple qu'on apprend à 14 ans, hein, ou à 15 ans. Donc, il a découvert que les mathématiques permettaient de décrire les choses. Et il est allé assez loin un jour en disant « Le livre de la nature est écrit en langage mathématique ». Et ça, c'est une phrase, voyez-vous, qui pose beaucoup de problèmes. Même aujourd'hui, on se pose la question pourquoi les mathématiques sont si fertiles, pourquoi décrit-on les choses à base de mathématiques? Et c'est vrai que toute la physique est faite en mathématiques. Par contre, un être humain ou même une bactérie, elle n'est pas décrite par les mathématiques. Donc, il ne faut pas non plus prendre à la lettre ce que disait Galilée. Beaucoup de choses se décrivent par les mathématiques, mais pas tout. Alors néanmoins, il reste ce fait que les mathématiques sont très fertiles pour expliquer les choses, et on se demande pourquoi. Alors certains disent parce que l'univers est fait comme ça, c'est un univers mathématique. Il y a même des savants qui pensent que l'univers est fait de formules mathématiques. Il y a ceux qui disent en fait c'est parce que c'est le cerveau humain qui a inventé les mathématiques, et donc le cerveau humain a inventé un outil pour effectivement comprendre les choses. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que d'une part, la nature fonctionne à partir d'une combinatoire, c'est ce que je viens de dire, et une combinatoire, ça se décrit facilement par les mathématiques. Oui, les mathématiques, ça a été inventé pour compter, on comptait sur les doigts de sa main. Donc, si on parle d'une combinatoire, c'est-à-dire d'objets très simples qui se combinent, il ne faut pas s'étonner que les mathématiques soient un bon outil. Alors, si on ajoute à ça le fait que les mathématiques ont été faites par l'esprit humain, on comprend que finalement, les mathématiques, c'est quelque chose d'intermédiaire quand on veut comprendre l'univers et qu'on utilise notre cerveau pour le faire. Oui, c'est vrai que les mathématiques sont un langage assez fertile pour cela. Voilà ce que j'en pense. En tout cas, ce qui est important pour terminer ce point, c'est que l'univers semble être constitué par ce jeu de Lego, semble être constitué pour fabriquer la complexité, parce que ces Lego vont s'assembler à l'infini. Maintenant, autre caractéristique de notre univers, la troisième, c'est qu'il est très ajusté entre la régularité et la diversité. C'est quelque chose qui paraît totalement évident, parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous regardiez autour de vous, vous allez voir systématiquement des objets, des êtres vivants qui sont à la fois réguliers et en même temps divers. Disons tout de suite l'homme. Tous les hommes sont pareils, ils ont tous deux yeux, un nez, une bouche, un cerveau. Et pourtant, vous en rencontrez un dans la rue et un deuxième, il est totalement différent. Il n'a pas du tout la même chose en tête, il n'a pas les mêmes traits, il n'a pas le même visage. Donc, c'est évident. Je prends souvent pour cela l'exemple de la forêt.
La forêt de Compiègne, ce sont des êtres avec un H, ce sont des êtres, des êtres. Eh bien, vous en avez à perpétuité, vous en voyez à l'infini. Quand vous arrivez pour faire une balade dans cette forêt, de loin, vous voyez des arbres qui sont tous les mêmes. Et pourtant, dès que vous entrez dans la forêt, vous découvrez une immense diversité. D'abord, les arbres ne sont pas tous pareils, et puis vous découvrez tout ce qu'abrite cette forêt comme faune et comme flore. Je prends un autre exemple d'équilibre entre régularité et diversité. Vous allez au marché. Vous allez faire une ratatouille, vous allez acheter des tomates, des courgettes, des oignons, etc. Si vous allez au marché et que vous reconnaissez ces espèces, c'est parce qu'il y a une grande régularité. Une tomate a toujours été une tomate, et les tomates que mangeait François Ier, c'est la même chose que nos tomates. Peut-être un peu meilleures parce que les nôtres sont faites en Hollande avec de l'eau et des produits chimiques. Mais enfin, bon, on reconnaît quand même une tomate. C'est-à-dire qu'au cours des temps, la tomate se maintient, de même la courgette, etc. Donc, si vous allez au marché, imaginez qu'au lieu de cette régularité, imaginez qu'il y ait une infinité de fruits et légumes totalement différents. Vous ne sauriez pas quoi acheter. Vous ne sauriez même pas si c'est toxique. Vous ne sauriez même pas si telle ou telle espèce est bonne. Vous ne pourriez pas passer votre vie à essayer toutes les espèces. Donc, vous voyez, si vous allez au marché et vous trouvez des tomates, des courgettes et des oignons, c'est parce qu'il y a une régularité dans la nature qui fabrique des espèces qui se répliquent. Par contre, vous aimez bien le marché, parce qu'au marché, vous allez choisir vos tomates chez un tel et vous allez choisir vos courgettes chez tel autre, parce que vous savez que les tomates là sont meilleures que chez l'autre. Donc, vous savez très bien qu'il y a une très grande diversité dans tout cela. Donc, vous voyez, régularité, diversité. L'être vivant fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui permet la régularité? C'est l'ADN. Finalement, si vous regardez mon ADN, celui de ma mère, celui de mon grand-père, ils se ressemblent beaucoup. Il y a des petites différences, il y a des petites mutations qui sont un petit peu différentes, mais il y a un génome humain. Il n'y a pas 36 génomes humains, il y en a un. Il y a un génome du Néandertal. On a découvert qu'il était différent. Donc, on sait que Néandertal était une autre espèce. Mais c'est tout. Maintenant, Néandertal a disparu et il y a un seul génome humain. Et pourtant, il y a une diversité incroyable chez les hommes parce que d'abord, il y a des petites différences dans l'ADN et puis après, il y a tout, ça c'est l'inné, mais après, il y a l'acquis. Tout ce que vous acquérez fait de vous un être différent du voisin. Donc, je peux multiplier à l'infini les exemples et je le fais, je vous donne tous ces exemples pour vous dire une chose, c'est que cette caractéristique de l'univers, elle est tellement évidente à nos yeux, elle est tellement répandue que nous ne la citerions pas comme étant exceptionnelle. Et pourtant, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Vous voyez, je vous donne un exemple. Le Lego dont je vous ai parlé tout à l'heure, il démarre à 10 pièces, c'est-à-dire les 10 particules. C'est très, très simple. On pourrait imaginer facilement un univers dans lequel il n'y ait pas 10 particules au départ, mais 3257. S'il y avait 3257 particules et qu'elles commencent à s'assembler en molécules minérales, eh bien, vous auriez une variété beaucoup plus grande que ce que nous avons là. Et j'en reviens à mon exemple du marché. Quand vous iriez au marché, il n'y aurait pas deux fruits ou deux légumes qui se ressemblent. Ils seraient tous différents. Vous seriez bien embarrassé pour faire votre marché. Donc, c'est une caractéristique de l'univers qui est très singulière. Et le cosmologiste Lee Smolin dit à ce titre « Toute théorie suffisamment intéressante pour prétendre expliquer notre univers doit se confronter au problème de la relation entre unité et variété. » Et c'est très profond, et il faut dire qu'aujourd'hui, les théories que nous avons, comme la relativité générale ou la mécanique quantique, n'expliquent absolument pas cette
caractéristique de l'univers, qui est d'être à la fois régulier et divers. Alors, pour moi, d'où vient cette caractéristique? Elle vient du Lego. C'est essentiellement la structure de ce Lego qui part d'un nombre très réduit de particules. La même chose peut être dite des lois de la nature. Il pourrait y avoir 200 ou 200 000 lois de la nature fondamentales. Eh bien non, il y en a en fait qu'une dizaine aussi. Paul Davies, un philosophe des sciences, disait « Les lois de la physique tiennent sur le dos d'un t-shirt ». Donc c'est cette simplicité de départ, si vous voulez, d'une dizaine de pièces d'un côté, et puis de quelques règles de la physique fondamentale. Tout part de quelque chose de très simple, mais qui est finalement qui est fabriqué pour s'assembler et pour monter en complexité. Alors comment? Là, on entre dans les thèmes de mon futur livre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'émergence et l'auto-organisation. Comment ce Lego s'assemble? Il y a un certain nombre de méthodes qu'utilise la nature pour fabriquer la complexité. Alors, j'ai aussi une formule là-dessus. J'ai tendance à dire, lorsqu'on regarde ces Legos, on se dit finalement que la recette de cuisine de la complexité d'une galaxie, d'un être vivant, la recette de cuisine qui mène à cela, elle était déjà inscrite dans les ingrédients. Ce que vous êtes, vous, être humain, était déjà inscrit dans votre ADN. Ce que devient une étoile, quelque part, c'était déjà inscrit dans la nature même des particules. Et finalement, quand on remonte aux sources et on dit mais d'où vient toute cette complexité, on arrive à l'idée, que je vais reprendre après, on arrive à l'idée que dans ces 10 particules qui forment l'univers, particules, c'est les photons, les électrons, les quarks, etc., dans ces particules, il y a une règle, une recette de cuisine qui est écrite, comme un ADN, si vous voulez. Alors pourquoi? C'est la grande question. Je continue maintenant par une quatrième et dernière caractéristique que j'ai sélectionnée. Il y en a d'autres, mais celle-là me paraît aussi très importante. C'est ce qu'on appelle l'énigme de l'ajustement fin. Ce que j'ai dit avant, quand je vous dis que l'univers est finement ajusté, par exemple entre la régularité et la variété, ou bien très ajusté entre le chaos et l'ordre, eh bien, quand je vous dis cela, c'est un ajustement. Et cet ajustement, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a, disons, dans les 20 dernières années. Cet ajustement est extrêmement fin. C'est un peu comme Rostropovitch qui commence un concert et vous pouvez être sûr que son violoncelle est parfaitement accordé. Vous pouvez être sûr que s'il y a ne serait-ce que 1 pour 1000 d'écart dans la tension des cordes de son violoncelle, il s'en aperçoit, il le règle dès qu'il le peut. Donc, le violoncelle est extrêmement finement accordé. Eh bien, notre univers est aussi accordé très finement comme ceci. Alors, ça se traduit par quoi? Je vous disais que nous avons quelques pièces de Lego, pas beaucoup à l'origine, une dizaine, que nous avions peu de règles, de lois de la nature, il y en a moins d'une dizaine, fondamentales, j'entends. Et puis, de la même façon, les constantes. Constante, c'est la vitesse de la lumière, la constante de la gravité, la masse de l'électron, etc. Les constantes, il y en a un peu plus, il y en a une quarantaine, mais vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Eh bien, ces constantes, elles sont extrêmement finement ajustées. C'est-à-dire que si on prenait la masse de l'électron, par exemple, et qu'on pouvait la déplacer ne serait-ce que de 1% vers le bas ou vers le haut, tout se déréglerait. Et ça, c'est vrai de l'électron, c'est vrai de la force électromagnétique, c'est vrai de toutes les constantes qui forment l'univers.
on le sait. Comment le sait-on? On le sait parce que on sait simuler par ordinateur, on sait simuler ce Lego dont je vous parlais. On sait le simuler et on sait le simuler en faisant varier justement les constantes. Une fois qu'on a fait une simulation par ordinateur, rien de plus facile que de prendre un des paramètres et de le déplacer un petit peu. La masse de l'électron, on la déplace de 1%. Eh bien, on se rend bien compte que dans ces simulations, dès qu'on commence à bouger un tant soit peu les constantes, tout déraille. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, un univers va se développer très très vite et se transformer très vite en trou noir. Il n'y aura plus que des trous noirs. Donc, pas d'étoiles, ou bien des étoiles qui ne vivent que 100 000 ans. Et en 100 000 ans, ben, il ne se passe rien hein, à l'échelle du cosmos. Donc voilà un univers complètement stérile qui se transforme rapidement en trou noir. On peut imaginer Michel, aussi... j'ai une petite question. Deux questions m'ont été posées et je voudrais que... Je pense que ça serait bien que tu y répondes maintenant. Oui. Une, c'est quelles sont ces 10 particules élémentaires qui forment l'univers? Des quarks, des électrons? Oui, les noyaux des atomes sont faits de neutrons et de protons, mais qui ne sont pas des particules élémentaires. À l'intérieur, il y a des quarks. Et il y a 3 types de quarks. Après, autour, vous avez les électrons. Et il n'y a qu'un type d'électrons. Et il faudrait ajouter les neutrinos. Ensuite, ça, c'est les particules de matière. Mais ensuite, il y a les particules de force. Je vous disais que les forces s'expriment par des particules. Alors, la force électromagnétique s'exprime par le photon. Le photon, vous savez que c'est la particule de lumière, mais le photon, c'est aussi la particule qui exprime la force électromagnétique. Si vous rapprochez 2 aimants qui s'attirent, eh bien, il y a des photons qui se promènent entre les deux. Voilà, les photons. Alors après, vous avez la gravité. Il y a une particule qui s'appelle le graviton, qu'on n'a jamais détectée aujourd'hui. Et puis, il y a les forces nucléaires. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a plusieurs, c'est un petit peu plus compliqué. Les gluons en particulier. Donc voilà, tout ça, finalement, fait que la matière ordinaire, je ne parle pas de la matière à haute énergie, hein, si on va regarder la matière autour d'un trou noir qui est en train de dévorer une étoile, là, on trouvera d'autres particules. Mais dans la matière qui fait tout ce qui est autour de vous, il y en a une dizaine, et les particules élémentaires, c'est ça, les quarks, les électrons, les photons, les neutrinos. Et une autre question, Michel, les 92 éléments chimiques dont tu as parlé, forment-ils la table de Mendeleïev? Exactement. Mendeleïev a eu l'idée de les classer, et il les a classés en fonction de leur activité chimique, parce qu'il y a des similitudes. Il ne savait pas pourquoi il y avait ces similitudes, mais il les avait remarquées. C'est-à-dire que, par exemple, l'hydrogène, l'hélium, l'argon, le xénon sont dans une colonne parce que ce sont des éléments qui se comportent de la même façon. Alors, il les a classés, et c'est comme ça qu'est née la table de Mendeleïev, qui est toujours très utilisée. Maintenant, on sait pourquoi il y a ces colonnes, pourquoi il a pu les rassembler en colonnes. C'est à cause des électrons sur la couche externe. C'est le nombre d'électrons qu'il y a sur la couche externe qui fait qu'on est dans une colonne ou dans une autre, et c'est ce nombre d'électrons qui fait l'activité chimique d'un élément. Les électrons internes des couches internes ne jouent pas, mais seuls les électrons qui sont dans la couche externe jouent dans l'activité chimique. Voilà la table de Mendeleïev racontée en quelques instants. Merci beaucoup, Michel, je ne t'interromps plus. Non, mais s'il y a des questions aussi intéressantes, il ne faut pas hésiter. Oui, dès que j'en aurai, je te dirai. D'accord. Donc, je disais que quand on simule des univers possibles, des univers potentiels, des univers hypothétiques, on s'aperçoit que si on bouge un tant soit peu une de ces constantes, ce sont des univers chaotiques. Soit qui restent complètement chauds, qui restent une espèce de gaz brûlant, soit qui se transforment en trou noir, tout existe. Et puis, surtout, on se rend compte que
pour que la vie existe, il faut qu'il y ait des étoiles qui ont une grande longévité. Je vous rappelais que le Soleil a 4 milliards et demi d'années et il en a encore autant devant lui. Donc 8-9 milliards d'années, vous voyez, c'est nécessaire puisque la vie sur Terre a mis 4 milliards d'années à se développer. Donc on voit bien à quel point c'est important. Eh bien, ceci suppose que les curseurs soient ajustés extrêmement finement. Je vous donne un autre exemple concret. La chimie. La chimie, elle est le jeu des molécules. Les molécules entre elles s'assemblent ou se désassemblent. C'est ça la chimie. Eh bien, la chimie, donc, elle fonctionne en grande partie par la force électromagnétique. Le fait que deux molécules se collent, c'est parce qu'elles s'attirent et ce sont des forces électriques. Eh bien, si on changeait de 1% la force électromagnétique, voilà ce qui se passerait. Supposons qu'on la monte, cette force électromagnétique, on l'augmente de 1%. Si on l'augmente, eh bien, la chimie n'existerait pratiquement plus. C'est-à-dire qu'il y aurait des molécules pratiquement inertes, des molécules très stables comme l'eau, le gaz carbonique, ou bien des atomes comme l'hélium, des atomes inertes, vous voyez, et il n'y aurait pas de chimie. À l'inverse, si on baissait de 1% cette force électromagnétique, il y aurait une chimie totalement exubérante. Donc, on en revient à cette image que je vous donnais tout à l'heure. Si vous alliez au marché et qu'il y ait une infinité de sortes de légumes et de fruits, comment feriez-vous votre marché? Eh bien, la chimie, si on baissait la force électromagnétique un tant soit peu, serait totalement exubérante. Et pour vous donner une image amusante, si vous alliez vous laver les mains au lavabo, votre main se dissoudrait dans le savon. Voilà. Il suffit qu'on déplace de 1% la force électromagnétique et votre main se dissoudrait dans le savon. Voilà. Alors, ça pose un grand problème, cet ajustement fin, parce que on se dit comment est-ce possible? Et là, nous allons entrer dans ce qu'on appelle le principe anthropique. Le principe anthropique, c'est au départ une réflexion simple là-dessus, qui consiste à dire, si nous existons, c'est parce que l'univers est particulier. Il y a donc des caractéristiques particulières et nous ne pouvons exister, nous autres êtres humains, ne pouvons exister que si l'univers est fait ainsi. Alors, c'est Brandon Carter, un astrophysicien, qui a le premier énoncé ce principe. Et très vite, on y a réfléchi et on est tombé sur deux familles de définitions du principe anthropique. Et vous allez voir que ces deux définitions, en fait, grosso modo, elles correspondent aux croyants et aux non-croyants. Et oui, parce que je dirais, pourquoi l'univers est-il si ajusté? Pour les croyants, eh bien, il y a une explication évidente, c'est que si Dieu a créé l'univers, eh bien, il est évident que Dieu a placé les curseurs où il fallait. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, ça pose des problèmes peut-être plus compliqués, parce que je crois que l'explication divine, elle mérite d'être très simple, mais si on ne croit pas en Dieu, alors il y a d'autres explications, mais qui sont plus complexes, et nous allons en parler. La première formulation du principe anthropique que l'on cite, c'est le principe anthropique fort. Le principe anthropique fort, c'est ce qui correspond aux croyants, grosso modo. Le principe anthropique fort dit « l'univers doit, et je souligne doit, disposer des lois et paramètres fondamentaux afin que des êtres évolués, et allons jusqu'au bout des êtres pensants, puissent y apparaître à un certain moment. » Bon, le moment a mis quand même 4 milliards d'années à venir, depuis la première bactérie, mais à un certain moment, ça apparaît. Et là, le mot « doit » dans ce principe anthropique fort s'entend comme une nécessité, mais au sens nécessité, oui, mais au sens d'une finalité, c'est-à-dire que
on a fait les choses dans ce but. Il y a un but, voyez-vous. Et le terme scientifique pour ça, c'est une téléologie. La téléologie, c'est l'existence d'une finalité vers un but. Alors, le principe anthropique faible, lui ne prend pas en compte l'idée qu'il puisse y avoir un être supérieur qui en évolue ainsi, et il se formule un peu différemment. Il dit « Ce que nous pouvons nous attendre à observer dans l'univers, ce que vous pouvez trouver, est nécessairement compatible avec les conditions nécessaires qui ont prévalu à notre présence en tant qu'observateur. » Autrement dit, on revient sur cette idée, si cet univers a donné des observateurs, il n'est pas quelconque, et cela contraint les choses. Alors là, vous voyez que le terme « doit », qui est employé une seconde fois, n'a plus exactement le même sens. Il n'exprime pas une volonté ou une finalité, il exprime simplement une cohérence. Il dit il y a forcément, si des êtres pensants existent, eh bien, il y a forcément des conditions qui doivent être remplies. Alors, on a critiqué cette version du principe anthropique faible parce qu'on dit que c'est la palissade finalement. Ben oui, si on existe, c'est bien parce que les conditions étaient idoines. Et c'est considéré souvent comme une lapalissade, finalement comme quelque chose d'inutile. Néanmoins, ce n'est pas totalement inutile. Je vous donne un exemple. Imaginez un chercheur qui cherche à élaborer une théorie sur les trous noirs et il trouve une théorie très intéressante, mais quand on déroule sa théorie, on s'aperçoit qu'un univers s'effondrerait en trous noirs, si c'était vrai, s'effondrerait très vite en trous noirs, et il n'y aurait plus que des trous noirs. Eh bien, il est évident que cette théorie est fausse. Elle est fausse, puisque si elle était vraie, nous ne pourrions pas exister et juger cette théorie. Donc, elle est fausse. Vous voyez, ça permet, dans certains cas, d'éliminer certaines théories en disant elles ne sont pas compatibles avec l'homme. Voilà, mais enfin, grosso modo, je le répète, ce principe anthropique faible est quand même en général considéré comme une lapalissade. Alors voyons un peu plus loin les implications de tout cela. Et d'abord, je vais reprendre le principe anthropique fort. Démocrite disait que tout relève du hasard et de la nécessité, et c'est un des thèmes que je déroule dans mon prochain livre, c'est comment le hasard et la nécessité jouent et comment ça interagit entre les deux. Alors, le principe anthropique fort, je vous l'ai dit, il a une connotation religieuse parce qu'il met en évidence une finalité. Alors, là, je vous donne un peu des thèses personnelles. Je pense que cette finalité religieuse, il y a deux façons de la concevoir. Il y a la façon théiste, c'est-à-dire celle d'un Dieu transcendant, qui se trouve donc ailleurs, dans quelque chose d'autre, hein, dans son propre monde, mais qui est capable d'intervention sur Terre. Ben, c'est le Dieu qui fait des miracles, si vous voulez. Donc Dieu est ailleurs, il est transcendant, mais il peut intervenir et il peut, disons-le, c'est une croyance qui est répandue, donner naissance à la vie, par exemple, avoir donné l'étincelle de vie à la matière minérale, ou bien avoir donné l'étincelle qui a fait naître la conscience chez un australopithèque. Donc, vous voyez, c'est la thèse d'un Dieu interventionniste. Un Dieu, il n'est peut-être pas interventionniste au sens qu'il ne met pas tout le temps les doigts dans la tarte, mais par exception, il peut intervenir. Et il peut faire un miracle, par exemple. Alors, cette thèse de Dieu, elle est cohérente avec ce livre qui a beaucoup fait parler de lui, Dieu, la science, l'épreuve, d'Olivier Bonnassy et Michel Bolloré. Il se trouve que j'ai des liens d'amitié avec Olivier Bonnassy et il a lu mon livre avant que je ne l'édite et j'ai lu le sien avant qu'il ne l'édite, de façon à se donner des idées et à corriger d'éventuelles erreurs. Donc, on s'entend très bien, mais par contre, je ne partage pas son point de vue
sur un Dieu qui est interventionniste, un Dieu des miracles, si vous voulez. Et je ne le partage pas. Pourquoi? Parce que quand je déroule toute l'histoire, ce que j'appelle la grande histoire du Big Bang à l'homme, eh bien, je vois tout s'assembler tout seul. C'est-à-dire ce Lego aimanté dont je parlais passe son temps à essayer des formules, à essayer autre chose, à construire quelque chose. Et puis, dans tout ça, il y a des constructions qui sont éphémères, il y a d'autres constructions qui durent. Il y en a qui durent très longtemps, comme les étoiles. Et cette construction spontanée se fait sans intervention divine. Alors attention, je ne nie pas l'existence de Dieu, je dis simplement que dans cette thèse qui est déiste, si Dieu existe, il agit en amont, mais pas depuis le Big Bang. Alors, c'est ça la théorie qu'on appelle déiste, c'est celle d'un Dieu qui n'est pas interventionniste, sauf au moment de la création. Autrement dit, il assemble les éléments, peut-être ajuste-t-il les curseurs de façon très intelligente, il lance tout ça, et une fois que c'est lancé, il laisse faire. Alors, c'est le Dieu d'Einstein, c'est le Dieu de Spinoza, et c'est très souvent la conception des scientifiques lorsqu'ils sont croyants. C'est en général plutôt dans ce sens qu'ils voient les choses. Alors, moi, donc, les thèses que je présente consistent à dire, à propos du principe anthropique fort, bah oui, Dieu a peut-être créé le monde, simplement, moi je dis, s'il l'a créé, c'est plutôt en amont. Alors, vous avez une boutade qu'on raconte là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie parce qu'elle a été contée par Étienne Klein, qui est un scientifique remarquable et qui en même temps est un conteur remarquable. Alors, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas enjolivé les choses. Enfin, l'anecdote est la suivante. Stephen Hawking visite au Vatican le pape et Jean-Paul II le raccompagne après un long entretien, et sur le perron, au moment de lui dire au revoir, lui glisse à l'oreille: alors, monsieur Hawking, nous sommes bien d'accord, avant le Big Bang, c'est nous, après le Big Bang, c'est vous. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, ça... Je ne pense pas que ce soit vrai parce que c'est une conception de Dieu qui est quand même la conception déiste, et je ne pense pas que le pape doive énoncer lui-même une conception par rapport à tout ce qui peut exister. Donc, ce n'est pas son rôle. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Mais en tout cas, ça dépeint bien cette idée de déisme. Il n'en reste pas moins que le mystère reste entier sur ses ajustements. Et là, maintenant, je vais donner la thèse du principe anthropique faible, qui est plutôt la thèse des non-croyants. La version faible, donc, je vous le disais, elle se limite à constater une cohérence, et dans l'ensemble, elle se rapproche de la thèse du hasard, c'est-à-dire finalement, elle dit que c'est un hasard. Mais alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette notion de hasard parce qu'elle m'embarrasse. Dans les années 70, il y a deux personnes qui ont beaucoup énoncé cette idée de hasard. C'est Stefan Weinberg, je vous en ai parlé. Stefan Weinberg, c'est le prix Nobel de physique qui a décrit les 3 premières minutes du Big Bang. Et les 3 premières minutes du Big Bang, cette thèse de Stefan Weinberg est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc, c'est un grand monsieur qui nous a aidé à comprendre non pas le Big Bang lui-même, le tout début, mais ce qui s'est passé juste après. Donc, Stefan Weinberg disait l'univers est comme ça par le hasard. Et il disait aussi autre chose qui va de pair. Il disait l'univers est dénué de sens. Plus on étudie l'univers, plus il nous apparaît dénué de sens. Et il y a une autre personne qui disait la même chose à la même époque, c'est Jacques Monod. Alors là, on est dans le domaine du vivant, mais de la même façon, Jacques Monod disait l'univers est très bien fait, mais c'est un coup de hasard. C'est le hasard, il s'est fait comme ça, et voilà, c'est le hasard. Et le même Jacques Monod disait
la même chose que Stéphane Weinberg, plus on étudie par la science l'univers, plus on se rend compte qu'il est dénué de sens. Alors moi, je n'adhère pas du tout à cette vue des choses. Je n'y adhère pas et je pense qu'elle correspond à une époque. C'était l'époque sartrienne, c'était l'époque nihiliste et c'est une époque où on niait férocement l'existence de Dieu et on trouvait ses explications par le hasard. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Depuis qu'on a découvert cet ajustement fin, je ne pense pas qu'on puisse dire cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il existe un univers et qu'il est bien tombé sur les bons paramètres, les bonnes lois physiques. Je ne pense pas qu'on puisse dire cela. Alors, je pousse plus loin le principe anthropique faible. Comment se fait-il que l'univers soit si adapté et présente des conditions qui ont permis l'élaboration de la complexité du cosmos, de la complexité des êtres vivants, de la complexité de l'homme et de son cerveau, et de la conscience, eh bien, comment cela a-t-il pu se faire s'il n'y a pas l'existence d'un être suprême? Eh bien, là, je réponds, le hasard, mais attention, en supposant qu'il existe des milliards d'univers, disons même peut-être une infinité. Il faut se dire qu'il en existe des milliards pour penser un instant que un tirage, un d'entre eux, puisse être tombé sur les bons paramètres. Et alors, s'il en existe des milliards, ben on peut à ce moment-là dire oui, évidemment, principe anthropique faible, on est dans le bon ou dans un des bons. Et on y est parce que de toute façon, on ne pouvait pas naître ailleurs. Donc, c'est comme la personne qui se trouve dans une île du Pacifique avec une jolie plage et puis de très bonnes conditions. Il est là, il a pris ses vacances là parce que c'était l'endroit qui était le plus favorable. Il n'est pas allé passer ses vacances au pôle Nord. Et bien, nous, c'est pareil. S'il existe des milliards d'univers, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans un des bons, parce que sinon, on n'existerait pas, c'est tout. Voilà, alors je vous laisse avec ces deux théories, celle de l'être suprême et celle de ce qu'on appelle le multivers. Et je pense très sincèrement que tant que l'homme existera, il ne tranchera pas cette question. Je suis intimement convaincu, je pense que c'est trop fondamental et que, de toute façon, s'il y a des myriades d'univers autour de nous, ils sont ailleurs, ils sont dans d'autres espaces-temps et depuis notre espace-temps, nous ne pourrons jamais les connaître, ni même avoir de preuves de leur existence. Nous sommes déconnectés, tous ces univers sont déconnectés s'ils existent. Voilà. Donc je pense que l'humanité terminera sa carrière dans l'ignorance de la réponse à cette question. Alors, il y a des thèses sur le multivers, il y a des thèses scientifiques comme celle d'Alex Vilenkin et Andrei Linde, ce qu'on appelle la thèse des bulles de champagne, c'est-à-dire qu'il y aurait un énorme univers qui fabriquerait en permanence des bulles de champagne. Et chaque bulle, c'est un nouveau Big Bang. Il y aurait donc une myriade de Big Bang en permanence. Et bon, cette thèse est intéressante, elle est appuyée sur des connaissances scientifiques, mais je précise bien, c'est de la science spéculative, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir si ces thèses-là sont vraies. Donc, elles peuvent être satisfaisantes intellectuellement, comme peut être satisfaisante intellectuellement l'idée qu'il existe un être suprême. Voilà, c'est la même chose, on est dans le domaine des croyances. Ce sont des croyances habillées d'un habit religieux ou des croyances habillées d'un habit scientifique, mais je les place sur le même plan. Voilà. Alors maintenant, j'ai parlé du sens de l'univers et je vais terminer là-dessus parce que ça a été une obsession pour moi lorsque j'ai écrit mon premier livre. Mon obsession de chapitre en chapitre, c'était quel est le sens de l'univers? Parce que je ne suis pas d'accord avec Jacques Monod et Stéphane Weinberg qui disent qu'il n'a pas de sens. Alors, je me suis posé cette question jusqu'au bout en me demandant ce que je dirais là-dessus, et voilà ce que j'en ai dit. Ce qui m'a éclairé,
c'est de réfléchir à la notion de sens. Alors, il y a beaucoup de façons d'y répondre. Moi, je vais prendre l'axe sens, au sens de signification. Que signifie l'univers? Et ce qui m'a éclairé là-dessus, c'est une petite phrase très amusante, je trouve, de Boris Cyrulnik, qui écrit un livre sur la conscience, et qui commence son livre par cette phrase: « Mon chien et moi, nous possédons une armoire Louis XIII à laquelle nous sommes attachés. » Alors pourquoi ces deux êtres, un homme et un animal, sont-ils attachés à ce meuble? Dans le cas de Boris Cyrulnik, je ne me souviens plus ce qu'il dit dans son livre, mais imaginons, c'est parce que cette commode, il en a hérité à la mort de sa grand-mère, qu'il aimait beaucoup. Et avoir cette commode chez lui, c'est un souvenir permanent qui lui évoque cet être chéri. Voilà. Donc elle a une grande importance pour lui. Pour le chien, elle est aussi très importante parce que c'est l'endroit où on met sa gamelle tous les jours. Devant cette commode, il a sa gamelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, et c'est la thèse que soutient Boris Cyrulnik, c'est que le sens, d'abord, c'est nous qui le donnons. Le sens. Moi, je donne un sens à cette armoire parce que c'est cette armoire qui me permet de vous expliquer quelque chose sur l'univers. Boris Cyrulnik donne un sens à cette armoire parce que c'était sa grand-mère. Et telle autre personne, en voyant cette armoire, lui donnera simplement le sens d'un objet qu'il trouve beau ou laid. Vous voyez, donc chacun donne son sens. Et en fonction de quoi? Chacun donne son sens à quelque chose en fonction d'une nécessité. Pour Boris Cyrulnik, la nécessité, c'est d'évoquer sa grand-mère. Pour le chien, la nécessité, c'est simplement de manger. Alors, chacun d'entre nous donne ainsi un sens aux choses en fonction de nécessité. Alors, à propos de l'univers, c'est ce qui fait que si vous me demandez quel est le sens de l'univers, je vais vous donner une réponse qui est extrêmement décevante. Je vais vous dire, et vous, qu'en pensez-vous? Parce que si je donne moi le sens auquel je pense, eh bien, vous aurez autre chose. Parce que vous aurez une autre nécessité peut-être. Alors, vous restez un petit peu sur votre faim. Alors, je vais vous dire néanmoins le sens que j'y vois moi, et c'est ce qui me motive. D'abord, je crois que l'on croit en Dieu ou que l'on n'y croit pas, nous sommes devant l'univers tout petit, et nous ne pouvons qu'avoir à la fois une grande modestie par rapport à cela, et en même temps une forme de vénération. Parce que nous sommes devant quelque chose de tellement immense et qui nous dépasse tellement que nous sommes quelque part obligés de le vénérer. Et c'est un sentiment qu'on ressent très fortement chez Einstein. Einstein cherchait à découvrir les lois de la physique parce qu'il était fasciné par tout cela et c'est ça qui le motivait. Bon, moi, je ne suis pas Einstein, mais vous vous doutez que j'ai le même genre de motivation. Si ça fait 40 ans que je suis plongé dans les sciences, c'est parce que j'ai une soif de comprendre tout ça. Eh bien donc pour moi, je vous donnerai mon idée, moi je trouve que l'univers, et on ne saura jamais pourquoi, eh bien c'est une surprenante et totalement improbable machine à fabriquer la complexité, la variété et l'harmonie. Je vous parlais tout à l'heure de variété et de diversité, variété, harmonie, et l'univers fabrique cela à l'infini, à l'infini, à l'infini. Pourquoi ? Je ne le sais pas, je vous ai donné plusieurs pistes et chacun aura sa propre idée là-dessus et sa propre pensée. Voilà, et donc je termine maintenant là-dessus en disant que c'est le thème finalement que je reprends dans mon prochain livre qui vient de sortir aujourd'hui et qui s'appelle L'univers millefeuille. Millefeuille, ça veut dire que la complexité se fabrique en feuillets successifs. Et dans ce livre, j'essaie de décortiquer, comprendre comment l'univers peut ainsi fabriquer une telle complexité et en même temps une telle beauté, parce que tout ça est extraordinairement beau, comment elle s'y prend. Et j'ai découvert un certain nombre de règles que j'appelle un peu des clés de compréhension. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, ce sont
des scientifiques qui, depuis les années 90, étudient ce qu'on appelle les sciences de la complexité. J'aime pas ce terme parce que c'est un peu repoussant, mais dans mon livre, je reprends ces thèmes-là et je leur donne une forme plus facile à comprendre. Et je montre comment finalement toutes ces méthodes que la nature utilise pour faire le complexe, elles sont absolument universelles. On les retrouve dans une molécule, on les retrouve dans un être vivant, on les retrouve dans un cerveau humain, on les retrouve dans une société de fourmis, on les retrouve dans une société d'hommes. Et donc, c'est cela qui fait le thème de ce prochain livre. Cette chaîne YouTube se poursuivra avec de nouveaux épisodes issus de cet ouvrage, L'univers millefeuille. À bientôt.